Avant le match décisif pour changer le visage de l'Afrique, nous allons vous présenter, comme ça se fait en football, l'équipe. Et après, on vous parlera des consignes du coach. Alors, l'équipe, je vous le dis tout de suite, je vais vous la présenter, mais retenez tout de suite que le constat est alarmant, parce que c'est une équipe qui a des handicaps. Tous les joueurs ont des handicaps extrêmement sérieux. Commençons par le gardien. Le gardien de but, c'est constitué par la tête. Sur celle-ci, il y a le poids d'un débit permanent. Le jeune Africain, il est né débiteur. Il est né débiteur déjà vis-à-vis de sa famille. Chez nous, la famille a une importance capitale, parce que c'est la mère, c'est le père qui se sont battus. C'est la mère, pendant 9 mois, avec toutes les difficultés. Vous gagnez une bataille, parce que pour naître, il faut déjà gagner une bataille. C'est cette bataille de ces milliers de millions de spermatozoïdes qui essaient d'attaquer l'ovule, et vous, vous sortez de cette bataille. Vous êtes déjà victorieux. Mais vous devez reconnaissance à vos propres parents. Déjà. Le deuxième endettement, c'est vis-à-vis de la société. La société a investi sur les routes, les écoles, tout. Et vous bénéficiez de cela, généralement de façon gratuite, jusqu'à un certain âge. Vous avez été à l'école, souvent public. Vous avez été formé par la société, dans les cercles familiaux. Vous avez bénéficié de toute cette histoire de votre pays. Et le troisième endettement, c'est l'endettement qu'on a mis sur votre tête, de l'État. Lorsqu'à l'Assemblée nationale, on vote un budget et qu'on autorise un endettement, on ne pose pas la question aux jeunes. Mais c'est pourtant les générations futures qui doivent payer les dettes. Donc, vous êtes né débiteur. Ce poids est extrêmement lourd. Le numéro 2, c'est le latéral droit, c'est l'oreille. Cette oreille est remplie d'un discours étouffant. Déjà sur l'histoire, on vous sert une histoire déformée. Vous avez une faible connaissance de votre propre histoire, parce que nous avons des programmes scolaires qui sont complètement désarticulés par rapport aux réalités. C'est un peu le programme scolaire qu'on a hérité de la colonisation, qui avait une finalité donnée qui consistait à former des commis pour faire fonctionner l'administration, et jamais pour former un homme africain pour gérer l'Afrique. Et on vous dit, vos ancêtres, les Gaulois, on vous fait croire qu'il y avait une table rase. C'est parti officiellement. Mais dans la quintessence, il n'y a pas encore cette adaptation de la formation. Rempli de ça, rempli d'un discours de politique politicienne qui est extrêmement grave, qui consiste à cacher la réalité, à la masquer. Sur l'emploi aujourd'hui en Afrique, il faut actuellement créer 200 millions d'emplois par an pour les primo-arrivants sur le marché du travail en Afrique. 200 millions d'emplois. On n'a jamais dit ça aux jeunes. Ils ne savent pas que tant qu'on n'a pas réuni les conditions pour créer ces emplois-là, on restera dans une situation de sous-emploi, de misère. On est loin de comprendre qu'il y a 600 millions d'hectares qui ne sont pas exploités. Et on ne dit pas aux jeunes comment il faut les exploiter. Qu'est-ce qu'on leur propose pour l'exploiter? Quand on fait de la politique en Afrique, pendant les campagnes électorales, on distribue des t-shirts, des sifflets et le tam-tam, c'est le beau spectacle. Les vraies questions sont là. Les oreilles sont remplies de l'ensemble. Et avec aujourd'hui l'économie, on a une hausse moyenne de 4,5% du PIB. Et avec ça, il n'y a aucun impact sur le chômage. Parce qu'à côté, il y a une évolution de la population, j'y reviendrai. Ça aussi, c'est un discours qu'on entend. L'oreille. L'oreille aussi, c'est les contre-modèles. En Afrique, c'est ceux qui font le plus de bruit, comme les tonneaux vides qui sont exposés. Il y a des brillants Africains partout dans le monde. Personne ne les connaît. Ce sont souvent des hommes politiques ou bien des artistes, etc. Je n'ai rien contre eux. Mais ces contre-modèles ils crèvent l'écran. Et ces jeunes, c'est ça qu'ils entendent. Voilà le latéral droit. Donc l'ailier de l'autre camp a de la chance. Le numéro 3, c'est le latéral gauche. C'est le nez. Il respire tout.
Ils respirent les odeurs des bas-fonds, la pollution, les déchets, l'environnement. Ils respirent la sécheresse, ils respirent ce bétail décimé qui manque d'eau, qui manque de plantes fourragères, qui manque... Et la cueillette qui pourrit. Dans des zones comme la Casamance, on a la cueillette qui pourrit, qui n'est pas transformée. Dans des zones de la Linguère où on a du lait qu'on n'arrive pas à transformer, qu'on verse parce qu'il n'y a pas de transformation. Il n'y a même pas de structure de stockage. Alors là, si vous respirez ça, on ne vous dit pas qu'il faut qu'on importe une valeur de 35 milliards de dollars en produits alimentaires en Afrique. Voilà ce que l'Africain, le jeune Africain, respire. Et le stopper, le numéro 4, c'est le regard, les yeux. Il a le regard fixé sur un spectacle effrayant, c'est le spectacle des guerres. Le spectacle de l'instabilité des enfants soldats. C'est ça qu'il voit. Il voit la corruption et le pillage des ressources. L'Afrique perd près de 148 milliards de dollars par an en raison de la corruption liée aux activités frauduleuses. C'est la secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies qui le dit, Vera Song, qui a été représentante, je pense, de la Banque mondiale ou du FMI au Sénégal. Et pourtant, le besoin pour les infrastructures en Afrique n'est que de 50 milliards de dollars. Alors, si on arrête de prendre l'argent de l'Afrique, si on arrête d'envoyer l'argent de l'Afrique en dehors de l'Afrique, seulement par ce seul geste, et qu'on utilise le tiers de cet argent pour faire les infrastructures, on a une Afrique qui est comme l'Europe en termes d'infrastructures. Donc tous les débats sur la colonisation, à retarder l'Afrique et tout, c'est un débat extrêmement dangereux. Le principal responsable de la situation de l'Afrique, ce n'est pas la colonisation, c'est les Africains eux-mêmes. Aujourd'hui, nous y reviendrons peut-être. Et ensuite, il y a la pauvreté. C'est le miroir du quotidien. Vous rencontrez la pauvreté dans toutes les rues. Des gens qui mendient, des enfants dans la rue. C'est ça le regard que ce défenseur-là, qui doit stopper les attaques adverses, voit tous les jours. Un jeune qui s'habitue à voir ça, il ne peut pas penser qu'il y a autre chose. Et après, on a le libéraux. Les libéraux, c'est le cerveau. Ce cerveau est écrasé par la pression de la vie quotidienne. Il subit. Et c'est pour ça que nous avons, à un moment donné, comprenant l'enjeu de la jeunesse, comprenant l'importance de comprendre les situations qu'elle vit, nous avons fait la lettre à la génération Y le 6 avril 2016. J'étais avant inspecteur général d'État et j'ai pris une retraite anticipée pour avoir ma liberté parce que j'étais dans une fonction où j'étais astreint à la réserve. J'ai dit, je sors parce que ce que j'ai vu est très dangereux. J'ai fait la lettre en disant aux jeunes, voilà la situation que vous vivez et je vous demande 3 choses. Je vous demande de vous étonner, ce qu'on appelle en Wolof les yémou. Étonnez-vous de la situation que vous vivez. Si vous ne vous étonnez pas de la situation, il y a une résilience qui est extrêmement dangereuse parce que vous ne pourrez rien faire. Et deuxièmement, essayez de comprendre comment on en est arrivé là. C'est le yéou, la prise de conscience. Et ensuite, engagez-vous. C'est le yébou. Voilà le slogan de notre mouvement, qu'on appelle le mouvement Génération Y, qui a été créé donc en décembre 2016 et qui aujourd'hui est en train de s'implanter un peu partout au Sénégal. Et c'est ce langage-là que nous tenons aux jeunes. Il y a aussi, toujours dans le cerveau, l'accès difficile aux données. Aujourd'hui, il y a une explosion des données avec l'automatisation, le big data. Les données sont énormes, sont partout. Mais le traitement de ces données nécessite évidemment l'accès, beaucoup de connaissances, beaucoup d'applications à développer, beaucoup de prise de conscience et l'accès même à l'emploi, à la gestion de ces données-là, c'est un vrai problème. De sorte que les jeunes ont des problèmes de tri et d'exploitation de ces données. Ils partagent n'importe quoi, ils sont dans n'importe quoi, ils sont dans des applications, ils perdent énormément de temps et vivent dans une sorte de communauté virtuelle qui ne leur apporte absolument rien. Donc tout le temps qu'ils ont,
est consacré à des activités qui sont presque improductives. Et il développe des attitudes, il y a une gamification de la vie, c'est presque un jeu. Le LOL, on s'amuse, mort de rire, on s'envoie des blagues. Et aujourd'hui, la tendance est à se photographier, à s'auto-photographier, à photographier les plats qu'on mange. C'est une vie extrêmement dangereuse. Et les jeunes sont dans cette communauté, ce qui crée un environnement défavorable à l'innovation. Les études scientifiques sont presque abandonnées. Tous les jeunes vont dans les séries littéraires, ils ne tiennent pas compte, ils ne profitent pas des évolutions technologiques et ils ne maîtrisent rien. Et voilà un peu ce cerveau-là qui est en train d'être formaté par l'environnement, qui fait qu'aujourd'hui, ces jeunes qui constituent la majorité des Africains, plus de la moitié, c'est des jeunes. Si on prend l'exemple du Sénégal, l'âge médian est de 19 ans. Ça veut dire que si vous alignez par âge tous les Sénégalais et vous coupez au milieu, à 50%, vous avez 19 ans. Et c'est une tendance qui va rester comme ça pendant 50 ans. Alors si ces jeunes-là sont captés par la communauté virtuelle, je me demande comment on peut penser à un développement. Et le numéro 6, c'est le milieu défensif, ça bouge. Et ça véhicule quel discours? C'est un message de défaitisme, un message d'abord incompréhensible, complètement codé, et un message inconstant. On croit à ça aujourd'hui, demain on croit à autre chose, après-demain. Cette ligne de conduite d'inconstance dans la recherche, dans le comportement, et on se laisse emporté par la mode, on se laisse emporter par même on le voit dans le milieu musical, les artistes, vous voyez un artiste qui n'a aucun talent, mais qui par une force de médiatisation finit par entraîner un pan important de la jeunesse, etc. Cette inconstance-là, et ce discours inconstant qui est presque banalisé aujourd'hui. Et après, le milieu excentré droit, c'est le bas-ventre. Un bas-ventre exposé, une vie débridée, source de maladies, une vie qui est complètement dangereuse. Les enfants, il n'y a plus presque de règles dans la vie. Et si maintenant on voit une démographie galopante comme ça, qui est tout à fait naturelle, parce que les gens n'ont pas autre chose à faire, il y a 1,3 milliard d'Africains, donc 40% au moins de 15 ans. Et ils seront 2,5 milliards en 2020. Et ils sont ensuite exposés dans ces réseaux sociaux dont je parlais, au libertinage sexuel. Et donc ils sont dans la citadelle de la jouissance. Alors, un jeune comme ça va essayer de recourir au numéro 8, qui est le milieu offensif. Qu'est-ce qu'il va faire lui? C'est le cœur. Le cœur ne bat pas suffisamment pour la patrie. Les notions de patriotisme, de citoyenneté sont des notions presque inconnues. On a organisé vendredi dernier une campagne chez les jeunes écoliers pour parler de citoyenneté et de patriotisme. C'est effarant. Ils ne voient pas le lien entre eux-mêmes et la société, et l'État et la patrie. Pas de lien. Le cœur bat pour la maman, le cœur bat pour la famille, le cœur bat pour l'ami, le copain et tout, mais le cœur ne bat pas pour le pays, pour la patrie. Alors vous ne pouvez pas vous engager pour le développement d'un pays, d'un continent, si votre cœur ne bat pas pour ce continent, si vous n'avez pas cette appropriation. Ce qui relègue au dernier plan le civisme, ce qui relègue au dernier plan la participation citoyenne. Et si on prend l'exemple du Sénégal, les jeunes ont eu une participation citoyenne en temps de scie. Après les indépendances en 60, avant les anciens, Senghor, Cheikh Anta Diop et tout, ils étaient dans les fédérations, les fédérations des étudiants africains, ils se sont battus pour l'indépendance. Après l'indépendance, il y a eu un silence assourdissant des jeunes, jusqu'en 68. C'est en 68, avec cette vague de 68 qu'on a vu les jeunes qui ont fait irruption avec leurs revendications, avec rien n'est interdit, on doit se battre, etc. Après 68, ils se sont encore calmés, jusqu'en 88. 20 ans, il n'y a eu aucun mouvement significatif de jeunes dans la participation citoyenne. Après 88, ils ont attendu 93, toujours le même cas. 93, on a eu également des élections contestées, l'assassinat d'un juge du Conseil constitutionnel,
Et après, ils se sont recalmés jusqu'en 2000. 2000, abaissement de l'âge électoral à 18 ans. Wade arrive, demande aux jeunes de lever la main s'ils n'ont pas d'emploi. Ils ont levé la main. Les mains sont encore levées aujourd'hui au Sénégal. Et là, les jeunes ont participé activement à l'élection. Ils se sont inscrits. Il y a eu la première alternance du Sénégal. Après 2000, ils se sont encore reposés. Jusqu'en 2012, avec l'arrivée de Y'en a marre, il y a eu un mouvement de jeunes qui s'est mobilisé pour dire non à la faveur de la contestation d'un troisième mandat de Abdoulaye Wade, à la faveur de toute cette bataille contre la dévolution monarchique du pouvoir. 2012, on a eu un changement. Et depuis lors, ils sont encore dans cette hibernation. Voilà cette participation en dents de scie. Que va-t-il se passer demain? Personne ne le sait. Ça intéresse tout le monde. Et on verra. Time will tell. Et donc, on voit qu'il y a une place résiduelle de la jeunesse dans la marche de l'Afrique. Le numéro 9, qui est la pointe, c'est le ventre. C'est une sorte de sac poubelle. Le ventre des jeunes africains. Une alimentation d'une qualité douteuse, on mange n'importe quoi, des produits contrefaits, y compris les médicaments, la drogue, l'alcool, frelaté, tout y passe. Parce qu'il n'y a pas autre chose. Et il n'y a pas le contrôle nécessaire pour protéger cette jeunesse. Quand je dis cette jeunesse, c'est l'ensemble de la population. Mais en général, les jeunes sont plus fragiles et ont besoin de plus de santé. Le numéro 10, c'est le meneur qui doit être là, qui doit mener le combat. Mais lui, il a les jambes au cou. Toujours prêt à partir. Le monde rural décimé de ses forces. 66 millions de jeunes du monde rural sont sans travail. 66 millions. Et en plus, ils sont victimes de l'urbanisation. Ils quittent le monde rural, ils viennent en ville pour faire des métiers sans rémunération décente. C'est un chômage déguisé. Ils lavent des voitures, ils sont des cireurs, ensuite ils sont gardiens de jour, le lendemain ils sont porteurs, etc. Et ça, c'est l'Afrique. Et le départ, le grand départ, c'est vers l'Europe, c'est vers l'Asie, vers d'autres horizons. L'Institut Gallup, les statistiques de 2016, 42% des Africains âgés de 15 à 25 ans déclarent vouloir partir. Ce qui fait dire à Stephen Smith, dans La ruée vers l'Europe, c'est un de ses derniers livres, que l'Afrique est un continent en instance de départ. Les jambes du meneur, celui qui doit être là, il part, ils ont dans la tête qu'il faut partir, qu'on n'a rien à faire dans ce continent. Voilà cette jeunesse-là. Et en plus, l'appel de l'extrémisme. Toutes sortes d'extrémistes sont devenus fragiles. Et tous les appels sont entendus. Aujourd'hui, voilà cette jeunesse. Et le dernier joueur, c'est le numéro 11, qui est le milieu extrême de gauche, c'est les mains. Et dans ces mains, il y a quoi? Un téléphone, la virtualité, la jouissance, les opportunités ratées. Toutes les opportunités qu'il y a dans les réseaux sociaux qui peuvent leur permettre de développer des inventions, des applications, de nouveaux métiers, d'aller vers les raccourcis technologiques, blockchain, les innovations, tout, c'est oublié. Ils utilisent le téléphone pour des communications sans grande valeur. Voilà l'équipe locale que nous avons. L'équipe locale. Et cette équipe locale-là n'a pas de grande chance de jouer sa partition, encore moins de fixer les règles. Pour optimiser les chances de participation à des compétitions, surtout les compétitions mondiales, on fait recours aux Africains expatriés. Toutes les grandes équipes de football des pays africains sont composées à 99% de joueurs qui sont à l'étranger, dans d'autres conditions, qui sont des Africains, certes, d'origine, d'ailleurs, qui optent souvent sur le tard, s'il faut jouer pour l'Afrique ou s'il faut jouer pour son pays en fonction des intérêts qu'il y a. Et voilà cette équipe-là, composée de professionnels et qui vivent dans d'autres conditions qui permettent d'avoir de l'espoir. Ils sont rattachés à l'Afrique. Et le temps d'une rose, on a le sentiment que l'Afrique est en train de bouger, qu'il participe dans le monde. Et c'est une fausse participation.
Et ensuite, il y a les brillants cerveaux africains dans tous les domaines qui ne sont pas au service de l'Afrique. Il s'agit là d'une sorte de cloud. C'est une sorte de nuage qui est au-dessus de l'Europe, de l'Asie, composé de brillants cerveaux. Et de l'autre côté, il y a l'Afrique avec toutes ses richesses. Et donc, toute la bataille, c'est de coupler cette riche Afrique, ses ressources, et justement ses ressources humaines et sa jeunesse. Ce n'est pas encore le cas. Il n'y a pas encore de matching entre ces cerveaux africains qui sont dehors, qui ont été bien formés, et cette Afrique-là, composée de cette équipe locale que je viens de décrire. Ce nuage ne couvre pas encore l'Afrique. Et donc la pluie du développement n'arrose pas encore ce continent meurtri. Comme je disais tout à l'heure, immensément riche et étonnamment pauvre.